Comment peut-on passer, en moins de 2 ans, de manager de l'année à pire manager qui soit, cloué au pilori par sa direction, voué aux gémonies par ses collaborateurs, accusé de harcèlement moral? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Ce renversement radical, c'est la situation dont a été témoin Jean-Michel Goulung, cofondateur et dirigeant du cabinet de conseil Anagramme, et qui est mon invité du jour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management. Tu connais un petit peu le principe de l'émission, on en a parlé un petit peu tous les deux. Je vais peut-être commencer par te présenter. Donc, tu es co-dirigeant, cofondateur du cabinet Anagramme, c'est bien ça? Effectivement, je dirige le cabinet Anagramme que j'ai cofondé avec 2 associés. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire déjà ce que fait Anagramme et d'où est venu Anagramme? Anagramme est un cabinet conseil qui travaille en matière de conseil et de formation sur la capacité des personnes à demander et à obtenir face aux besoins de leur fonction ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin dans la durée. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on intervient sur plusieurs champs, un champ de management des personnes, un champ de management de managers, et également, on intervient dans des interactions transverses, euh, fonctionnement transverse de l'organisation, management transverse, et pas mal d'accompagnement dans des transformations de l'organisation. D'accord. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'idée, tu connais le principe, hein, c'est de raconter une histoire que tu as vécue, dont tu as été témoin, enfin, en tout cas quelque chose, un événement marquant, une histoire qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait évoluer dans la manière d'aborder le management de manière générale, ou ton management à toi lorsque tu interviens directement en management, et que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec moi et avec les auditeurs de Scène de Management. Ben écoute, avec grand plaisir. Effectivement, quand tu m'as posé la question et quand tu m'as proposé ce podcast, je me suis demandé quel cas de soumettre. Et en fait, il y en a un qui m'est venu assez rapidement à l'esprit parce que ça a été un- un- une somme de découvertes intéressantes au fur et à mesure de la découverte d'une problématique. D'accord. Euh, ça remonte à quelque temps. On a été mandaté par un laboratoire pharmaceutique pour faire un diagnostic, une enquête euh, concernant une suspicion de harcèlement moral Oui, par un collaborateur. Donc, tu sais que les entreprises ont la responsabilité de pousser une investigation et de documenter les situations dans lesquelles il y a un risque de harcèlement moral. tout à fait. Avec 2 juridictions en plus, il y a éventuellement le pénal et puis il y a le droit du travail. Donc, Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est un sujet qui nécessite effectivement de prendre les choses très au sérieux. On a donc été mandaté là-dessus. Ça concernait un directeur régional de la visite médicale. Alors, pour mémoire, un laboratoire pharmaceutique, ça fabrique des médicaments et entre autres modalités de distribution, il y a des réseaux de visiteurs médicaux qui, par ligne de produits, visitent des médecins ou des mhm. généralistes ou des spécialistes, de manière à apporter une information scientifique et médicale pour permettre aux médecins de connaître les produits et de savoir les prescrire de manière pertinente. D'accord. Donc, dans cette situation-là,
la situation concernait un directeur régional des visites médicales qui dirigeait des visiteurs médicaux sur un territoire géographique donné et sur une gamme de produits donnés. Et les plaintes le visaient. Des plaintes pour harcèlement moral le visaient, avec des plaintes de collaborateurs, avec un certain nombre de signaux d'alerte qui perturbaient la DRH, qui étaient des demandes de mutation, des démissions, des arrêts de travail. Enfin, le tableau Oui, était assez complet oui. et il y avait vraiment une rumeur autour de ce garçon qui amenait la DRH à pousser cette investigation. Nous avons donc démarré un certain nombre d'entretiens en interviewant des collaborateurs de ce directeur régional des visites médicales, un échantillon de ses collaborateurs dans ses équipes, lui-même, son patron, euh, et on a fait un certain nombre de découvertes. D'accord. On a découvert plusieurs choses. D'abord, à notre grande surprise, on a découvert que 2 ans auparavant, ce type avait été nommé directeur régional de l'année, et donc il Ah, était il était félicité, il avait eu ce prix, il avait vécu les applaudissements des réseaux quand il était sur l'estrade, enfin bon, la totale. Donc ça, c'était la première découverte. Euh, Tant et si bien, après avoir été nommé DR de l'année, il se trouve qu'il y a eu une réorganisation et qu'on lui a confié une seconde équipe. En fait, son effectif a été quasi doublé avec une autre équipe qui, elle, avait des résultats nettement moins bons et dont le mhm. patron avait été remercié pour des D'accord. raisons. Et entre autres avec une mise en cause du précédent patron pour des raisons de laxisme. Et ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est que les plaintes émanaient de la nouvelle équipe. D'accord. Elles étaient assez typées. Et quand on a creusé les raisons de ces plaintes, on s'est rendu compte que le terme de maltraitance était certainement excessif, mais en tout cas, on avait des gens qui avaient l'impression de se sentir violés, de se sentir contraints, de se sentir pas écoutés, euh, puisqu'on avait en fait un manager qui dirigeait ses collaborateurs sur un registre extrêmement méthodologique, c'est-à-dire que ce type était le virtuose de l'élaboration du plan de tournée, D'accord. le virtuose de l'apprentissage de l'argumentaire et d'un argumentaire par cœur, le virtuose du plan de visite. Enfin, je dirais que toutes les caractéristiques méthodologiques d'organisation du travail, d'organisation des entretiens, de tenue des entretiens étaient tout à fait euh, respectées, mises en avant, valorisées. Et finalement, il y a une chose dont il ne s'occupait pas, c'était de savoir si ses collaborateurs avaient envie de faire le job ou pas. Et ça, Mhm. c'était vraiment très, très frappant, puisque dans les découvertes, la troisième découverte qu'on a faite, c'est que finalement, il n'avait, avec la nouvelle équipe qui lui avait été rattachée, jamais abordé le sujet de la manière dont ses collaborateurs avaient vécu ce rattachement, la manière dont ses collaborateurs avaient vécu l'éviction de leur précédent patron. Et finalement, euh, il leur demandait de l'activité, il leur demandait d'assimiler des méthodes qui étaient sensiblement différentes des méthodes que celles que cherchaient à leur faire utiliser leur précédent patron, et sans prendre en compte les réactions que cela suscitait chez eux. D'accord. Euh, c'est assez marrant. Donc, si je reprends, il était manager de l'année 2 ans avant, Tout à sur une fait. équipe avec qui ça fonctionnait très bien. Mhm. Les récriminations venaient de la nouvelle équipe qui lui avait été rattachée. Et il était parti bille en tête à appliquer, j'imagine, les mêmes méthodes que ce qu'il avait mis en place sur la première équipe, sur la deuxième équipe, sans plus se poser de questions. Tout à fait.
Et ce qui était très frappant, c'est que finalement, plus il constatait que les membres de la nouvelle équipe traînaient les pieds et avaient du mal à mettre en œuvre ces démarches, et plus il leur demandait de manière extrêmement vigoureuse de mettre en place ces process, c'est-à-dire que moins il voyait ses collaborateurs adhérer, plus il reproduisait la même chose que ce qui avait fait son succès avec sa précédente équipe, sans du tout s'adapter aux caractéristiques de la nouvelle équipe. Et sans comprendre pourquoi ça fonctionnait pas avec cela. Absolument. Là-dessus, il ne comprenait rien. C'est Et peut-être là-dessus qu'il devait être senti comme étant un peu pressant et un peu maltraitant, du coup, puisque s'il renforçait le message, c'est un peu comme avec un gosse, hein, tu lui dis au début, débarrasse gentiment, puis la deuxième fois, tu lui dis un peu moins gentiment, puis la troisième fois, tu finis par le dire, bon, débarrasse et va dans ta chambre. oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et moyennant quoi, alors c'est très frappant. Euh, ce, ce, ce gars était effectivement de plus en plus en train de se raidir. Ses collaborateurs, donc de sa nouvelle équipe, se raidissaient également. Alors, sans doute un facteur culturel qui était aggravant, c'est que cette personne était vraiment issue d'une famille de descendant d'une famille de mineurs polonais dans le nord de la France, D'accord. avec une culture de travail qui était chevillée au corps. C'est-à-dire que euh, manifestement pour lui, la valeur travail était quelque chose qui ne faisait pas débat et que le rôle du patron était certainement d'apporter de la méthodologie et des connaissances avec les collaborateurs, mais il ne lui venait absolument pas à l'esprit que le rôle d'un patron pouvait être de travailler sur la motivation de ses collaborateurs, Mhm. puisque pour lui, la motivation allait de soi. D'accord. Tu es dans la boîte, donc c'est là pour bosser. C'est Et comme je absolument, l'entends, parce que je pense que ma méthode est bonne, et en plus, elle a marché avec l'autre équipe, donc il n'y a pas de raison. absolument. Résultat D'accord. des courses, on se retrouve avec un patron qui demande de l'obéissance, qui s'occupe absolument ni de l'adhésion, ni de la motivation des gens, et ça amène des collaborateurs qui se sentent complètement maltraités parce que euh, dit comme ça avec recul, on analyse le mécanisme, mais ce qui mérite d'être pris en compte, c'est que on avait de la souffrance à tous les étages de cette histoire. On avait bien évidemment de la souffrance de la part des collaborateurs parce qu'ils avaient l'impression d'être maltraités et on leur demandait d'appliquer de manière autoritaire des méthodologies et ils avaient eux-mêmes pas fait le deuil de leur précédent patron. Donc on avait des gens en souffrance et d'ailleurs leur récrimination en ont témoigné. Mais le patron lui-même était en souffrance, il se sentait complètement impuissant, il se sentait dépassé, il se raidissait dans ce qui avait fait son succès à contre-emploi et il était lui-même aussi en état de souffrance majeur. Ça a été aussi une de nos découvertes, c'est quand on a mené les entretiens, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous a accueillis comme une aide qui lui était apportée et pas du tout comme des gens qui étaient susceptibles de le mettre en cause Mhm. mettre en cause sa responsabilité. En fait, il comprenait pas du tout les récriminations, il comprenait pas du tout pourquoi ça ne fonctionnait pas. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et non sûr, il ne le comprenait pas et du coup, ça amplifiait le mécanique. On était dans un cercle vicieux Oui. pénible. Et Donc, comment, qu'est-ce qui s'est passé alors après? alors, ce qui s'est passé pour la fin de l'histoire a été assez terrible d'ailleurs, puisque on a eu des conclusions qui ont été très simples, qui étaient de dire on ne va pas retenir la notion de maltraitance managériale. Alors, on a utilisé un Mhm. terme qui était de dire on n'est pas face à un cas de maltraitance managériale, on est face à un cas de maladresse managériale. Oui. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un manager qui est plein de bonnes intentions,
mais qui simplement a un angle mort, qui est que pour lui, la motivation est quelque chose qui va de soi, la quantité de travail est quelque chose qui va de soi, l'envie de travailler est quelque chose qui va de soi, et qu'à ce titre, son rôle, pour lui, se limitait à apporter le comment on travaille et pas l'envie de travailler. Hmm. Euh, donc, à Le partir comment pouvant parfois aussi faire partie de la motivation. Alors, le comment peut faire partie de la motivation, tu as tout à fait raison, dans les cas de figure où le fait de ne pas savoir comment faire amène des interrogations et une déshérence. Mais dans ces cas-là, Hmm. on a une chose, c'est que s'il y a un doute sur le comment faire, la meilleure manière de savoir qu'il y a quand même de la motivation, c'est qu'il va y avoir une demande d'aide Une question. sur le comment. Hmm. Or, là, on n'avait pas du tout de demande d'aide sur le comment de la part des D'accord. subordonnés de notre DR. Donc, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, la présomption de harcèlement moral a été écartée. Sa bonne foi a été mise en cause. Par contre, sa maladresse a été identifiée également. L'entreprise a apporté une réponse organisationnelle, c'est-à-dire qu'on a nommé un nouveau patron à la tête de l'équipe qui avait été temporairement rattachée à ce DR, et D'accord. les choses sont entrées dans l'ordre. Euh, Par contre, il y a eu quelques dégâts le concernant, puisque Oui. la manière dont il a été remis en cause et la manière dont finalement il s'est débattu tout seul face à ce problème-là, l'a considérablement démotivé, et il a demandé à être rétrogradé. En clair, il a repris une fonction de visiteur médical qui était une fonction qu'il occupait préalablement, et il a renoncé à son rôle managérial, ce qui somme toute peut être considéré comme quelque chose de dommage dans la mesure où il avait développé des gens antérieurement. Et plutôt que de développer son angle mort, il a renoncé, il s'est replié sur le terrain. Oui. Donc un traumatisme quand même pour lui. Un traumatisme pour lui, et, et alors, pour rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure, finalement des enseignements pour, Hmm. pour nous et pour tes auditeurs éventuellement. Euh, Hormis le fait que il est amusant de préciser cette distinction entre maltraitance managériale et maladresse managériale, euh, ce qui me semble intéressant, c'est de mettre en évidence une chose, c'est que travailler sur la méthodologie, de fixer des objectifs et contrôler sur la méthodologie et les process, quand on ne s'occupe pas de la motivation des gens et de leur envie de faire, et finalement quelque chose où on les met en situation d'objet et où les gens se sentent maltraités parce qu'on leur demande de faire sans désir. D'accord. Alors pourquoi ça fonctionnait sur la première équipe dans ce cas-là? Parce qu'on avait une équipe qui était automotivée, parce qu'il y avait une confiance préalable, Oui. parce que il connaissait ce garçon qui avait fait partie des leurs, qui était reconnu comme un très bon professionnel. Il lui faisait confiance, et somme toute, la question de travailler ne se posait pas avec eux. Ils avaient envie, ils avaient confiance en lui, et ils ont suivi a priori sans aucun problème ses directives. Donc la relation était déjà construite, la connaissance et la motivation venaient aussi un peu de la relation, Tout à fait. même beaucoup. Et donc la recherche de résultats pouvait se faire dans la mesure où cette relation existait et que l'apport méthodologique leur paraissait pertinent puisqu'il avait Tout à fait. cette expérience reconnue. Et que du coup, les difficultés et les points sur lesquels ils pouvaient avoir besoin d'être aidés n'étaient pas sur l'angle mort de ce garçon. Donc, à partir de ce moment-là, Mhm. euh, il n'y a pas de problème. Le D'accord. sujet de la deuxième équipe, c'est que effectivement, c'était son angle mort. Ils avaient besoin d'être aidés sur leur motivation, et pour lui, la motivation,
n'était pas un sujet qui faisait débat. Donc, on est vraiment dans la définition de l'angle mort. Il ne voyait pas de quoi il pouvait s'agir. Oui. Et une incapacité à s'adapter à ce nouveau contexte, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on arrive sur le vieil adage qui est les gens et les situations ne nous posent que nos propres problèmes. Ouais, tout à fait. Il y avait aussi quelque chose, enfin une réflexion que ça m'amène là, en t'écoutant, c'est que vous avez été mandaté à un moment donné par la direction. Ça dit aussi quelque chose sur la capacité de l'organisation à manager ses managers. Quelque Tout à part, fait. il y avait un manager qui était porté au nu 2 ans avant. Pour cette raison-là, on lui confie une nouvelle équipe. Et puis juste après, on oublie un peu qu'on l'a porté au nu, mais on le clôt au pilori. Sans se poser la question de savoir si on n'est pas un petit peu responsable de l'avoir mis dans cette situation qui n'était pas la bonne pour lui, ou de ne pas l'avoir accompagné, ou de ne pas l'avoir... Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on avait, et c'est bien un empilement de responsabilités, c'est-à-dire qu'on avait un directeur régional qui ne dirigeait que sur le comment, et on avait un directeur de la visite médicale nationale qui, lui, avait plutôt un management orienté sur le résultat, sans rentrer sur le comment du tout. Oui. C'est-à-dire qu'il partait du principe que son directeur régional avait antérieurement des résultats, il a vu les résultats chuter, donc il y avait un problème. Mm. Et ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas dirigé son directeur régional sur la manière dont il dirigeait ses VM. Vous voyez donc quoi? Si il était rentré dans un contrôle plus fin du management, il aurait identifié que la manière de diriger du DR n'était plus adaptée à la nouvelle population. Oui. Là, on était dans l'angle mort du directeur national. C'est que il y en avait un qui dirigeait sur un mode process et l'autre dirigeait sur un mode résultat, et qu'à un moment donné, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est les comportements et la motivation qui permettent la mise en œuvre des compétences et des process qui eux-mêmes permettent l'obtention du résultat. Dans la durée. Dans la durée. Et que le Oui. but de l'opération, il est bien. La première question qu'on a à se poser quand on a une démarche managériale avec un subordonné, c'est finalement, est-ce qu'il sait ce que je veux qu'il fasse? Mm. Est-ce qu'il a envie de le faire? S'il n'a pas envie de le faire, ça sert à rien de lui surexpliquer comment il faut qu'il le fasse. Le sujet, il est bien de commencer à lever l'envie. Tout à fait. Parce qu'on peut aussi travailler, et je l'ai vu dans certaines organisations, orienter résultats et process sans se focaliser sur la motivation et la relation aussi. On obtient du résultat parce qu'on arrive à, malgré tout, faire bouger les équipes, etc. Mais souvent, au bout d'un moment, ça se manifeste avec quelques burn-out, quelques petites choses comme ça, et le résultat, on ne l'atteint pas dans la durée, quelque part. On l'a Tout à fait. forcé, à la force des bras, mais ça s'écroule assez vite. On est bien d'accord. Et effectivement, tu as raison. Ça peut fonctionner si spontanément les gens ont envie, donc ça c'est Mhm. très bien. Et Dieu merci, il existe des collaborateurs qui sont automotivés, donc Oui, on va surtout pas s'occuper de les démotiver pour faire la preuve d'un management efficace. Mais au-delà de ça, quand on leur force le bras comme tu le dis, ça tient pas longtemps. mhm. À un moment donné, on arrive dans une surchauffe des hommes et de l'organisation. Et puis dans un moyen terme aussi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont automotivés, qui rentrent dans le process, qui livrent du résultat, Hmm. mais comme ils n'ont pas sur la durée ensuite des retours, des boucles de rétroaction, des boucles de retour où ils ont la reconnaissance, la relation qui s'installe, etc., bah, leur motivation finit par baisser. Et Tout on à se fait, demande pourquoi, au bout de 3 ans, on a cramé un gars qui était super tout à fait, et qui va partir ailleurs à la concurrence parce qu'il va chercher une reconnaissance ailleurs. tout à fait. Tes illustrations se vérifient malheureusement assez régulièrement. Oui. On est là pour travailler un peu là-dessus aussi. Merci Ok, beaucoup, Jean-Michel. merci à Euh, toi.
Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voulais aborder comme conclusion? Un petit peu comme dernière réflexion que tu te faisais par rapport à cet épisode, ce que toi, en tout cas personnellement, tu as retenu. La dernière réflexion que j'ai envie de faire là-dessus, c'est rebondir sur le point sur lequel tu attirais mon attention tout à l'heure, à savoir le partage de responsabilités entre les différentes strates hiérarchiques. Oui. Quand on regarde bien, on a des visiteurs médicaux qui ont prêté des intentions maléfiques à leur patron, alors que lui-même était plein de bonnes intentions. Donc, on peut dire que la part de responsabilité des VM, c'est de ne pas avoir pris l'initiative d'exprimer leur mal-être, et que le problème n'était pas un problème de plan de tournée et d'argumentaire, mais que c'était un problème de mal-être, de motivation et de deuil non fait de leur précédent patron. La part de responsabilité du directeur régional étant, comme je l'ai amplement développé, son focus sur la méthodologie, et la responsabilité du directeur national de la visite médicale de ne pas avoir dirigé son directeur régional sur sa manière de diriger, d'être resté focus résultat. Mais en quoi on voit bien que quand un accident industriel comme celui-ci survient, chacune des strates a sa part de responsabilité, ce qui veut dire que quand on regarde les choses avec optimisme, on peut dire que potentiellement, chacun des niveaux hiérarchiques a le pouvoir d'agir pour faire en sorte que un processus qui est mal engagé puisse revenir sur un cycle beaucoup plus vertueux. Oui. Et sortir du triangle dramatique où on va chercher un sauveur parce qu'on se sent maltraité, mais en faisant chercher ce sauveur, on crée un nouveau bourreau. Et en se comportant différemment, on peut sortir de ça et arrêter de faire ce que j'appelle tourner le triangle. Oui, tout à fait. Et moyennant quoi, on arrive à retrouver du plaisir dans son activité professionnelle et sortir de la souffrance, ce qui n'est pas un luxe. Très bien, écoute, c'est sur cette note d'optimisme que je veux rester, qui dit effectivement que chacun à son niveau, on a le pouvoir dans ces situations-là de faire, de changer le paradigme et de sortir par le haut. Ok, eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci Jean-Michel. Donc je rappelle, tu es le cofondateur et dirigeant du cabinet Anagramme. Et puis, écoute, j'espère à très bientôt en tout cas. Merci et bravo pour tes podcasts. Merci. Au revoir. Au revoir. Voici la fin de cet épisode. Si vous aussi vous êtes en train de mettre en place votre management intermédiaire, avez-vous réfléchi à tout ce qu'il y a à faire pour passer de manager en direct à manager de manager? Jean-Michel Gouloum nous livre déjà quelques clés. Découvrez-en plus en allant voir Anagramme Conseil. Vous pouvez également découvrir mes prestations d'accompagnement sur le site d'Ayotel, www.ayotl.fr. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'état d'esprit qui permet de devenir manager, avec cet épisode que j'ai intitulé Betty Boop devient manager. Abonnez-vous pour ne pas le louper et à très bientôt sur Scène de Management.